Bienvenue à tous, nous sommes le lundi 9 janvier 2023, c'est avec un plaisir incommensurable qu'on se retrouve pour une nouvelle semaine, une nouvelle édition du Point sur l'actualité, où nous reviendrons largement bien sûr sur la grâce présidentielle accordée finalement aux mercenaires ivoiriens en détention du côté de Bamako. Enfin, ils sont libres. Ils le sont après 181 jours de détention au Mali. Les 46 derniers soldats ivoiriens ont atterri samedi dernier, peu avant minuit, à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, accompagnés bien sûr d'une forte délégation. Ces derniers ont été accueillis par le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Il faut clairement donc le rappeler ce soir, ils ont été libérés après ce communiqué rendu public, un communiqué bien sûr accordant la grâce présidentielle à ces soldats. Qu'il faut d'ailleurs le rappeler une fois de plus, ces derniers ont été arrêtés, interpellés le 10 juillet 2022 du côté de l'aéroport Modibo Keïta de Bamako. Par la suite, ils ont été jugés et condamnés à 20 ans de réclusion criminelle assortie de 2 millions de francs CFA d'amende pour les 46 encore en détention du côté de Bamako jusque-là. Pour les 3 femmes libérées au mois de septembre dernier, c'était bien sûr une peine de mort par contumace. Grâce notamment à la magnanimité, à la générosité du président de la transition, Assimi Goïta, ces derniers ont donc finalement été libérés. Du coup, on se pose plusieurs questions ce soir dans le cadre de cette émission. Est-ce que le fait que cette grâce présidentielle a été accordée signifie forcément, bien sûr, le retour à la normale de ces relations entre Bamako et Abidjan, tel que souhaité d'ailleurs par le président ivoirien Alassane Ouattara? Peut-on définitivement dire que l'âge de guerre entre le Mali et la Côte d'Ivoire a été enterré? De toutes les façons, vous aurez des éléments de réponse à suivre dans le cadre de cette émission du Point sur l'actualité. Ce sera bien sûr avec nos invités, des invités qu'on vous présente juste après cette transition. Une fois de plus, bonsoir à vous, dignes fils, filles d'Afrique et du monde. Nous nous retrouvons et c'est avec un plaisir incommensurable, je le disais d'entrée à l'entendre bien sûr lors de mon propos liminaire, le propos introductif de cette première livraison de la semaine du Point sur l'actualité, édition du 9 janvier 2023. Nous parlons de la libération par grâce présidentielle des 49 soldats ivoiriens interpellés à l'aéroport Modibo Keïta de Bamako le 10 juillet 2022, après plus de 6 mois donc d'incarcération. Ils ont été libérés en fin de semaine dernière. Est-ce à dire qu'on devrait assister à un retour à la normale des relations entre Bamako et Abidjan? Est-ce que l'âge de guerre a été donc définitivement enterré? Ce sont les principales interrogations sur lesquelles nous reviendrons ce soir dans le cadre de cette émission du Point sur l'actualité. Pour en parler ce soir, comme à notre habitude, nous accueillons bien sûr sur ce plateau le consultant permanent de cette émission. Il s'agit de Jonathan Vatenguene. Bonsoir à vous, monsieur, et bienvenue. Bonsoir, mon frère Nguené. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent, les panafricanistes convaincus, convaincants, qui regardent cette émission, mais surtout la concrétisent dans leur agir quotidien et lui donnent de la consistance au niveau du combat panafricaniste. Nous les encourageons à continuer. La victoire est au bout. Restons concentrés sur l'objectif. Nous devons de plus en plus repousser les forces obscurantistes qui empestent et empêchent le développement de notre continent. Nous saluons notre copanéliste, les techniciens, M. Signé, M. Song, M. Fokun, M. Fokou, tous les personnels de For You Media. Nous saluons également la direction générale, les autorités du Cameroun, particulièrement les forces de sécurité et de défense,
pas seulement celle du Cameroun, de partout en Afrique, qui se battent contre l'obscurantisme et les forces terroristes. Nous pensons à tous ceux-là qui sont en première ligne au Burkina Faso, au Mali, au Cameroun, au Nigeria, au Niger, au Tchad, en RCA, et bien en RDC et bien d'autres pays. Nous leur disons beaucoup de courage, nous inclinons devant la mémoire de ceux qui sont tombés. Nous adressons nos sincères condoléances aux familles endeuillées, qu'elles soient civiles ou celles des militaires. Et nous leur souhaitons beaucoup de courage et beaucoup de détermination dans la suite. Nous demandons la libération inconditionnelle et sans délai, surtout que il y a cette situation qui a été finalement à l'avantage de la junte ivoirienne. Oui. Il y a la libération de ces mercenaires. Nous demandons la libération inconditionnelle et sans délai de notre sœur, la grande combattante, celle qui est responsable de l'augmentation salariale en Côte d'Ivoire, qui est fallacieusement accusée par les autorités du dictateur despote sanguinaire d'Abidjan, M. Alassane Dramane Ouattara. Nous demandons la libération d'Edith Puchéry-Balé. Edith, courage, courage. Tous les panafricanistes sont avec toi, tous les Africains sont avec toi. Tu es une héroïne du combat et de la liberté. Nous t'avons en affection, nous t'avons en estime. Nous te demandons de garder cette force mentale, car bientôt tu seras libre comme ton pays, ton peuple, la Côte d'Ivoire, l'Afrique. Voilà le coup de gueule lancé chaque soir sur les antennes de For You Media Africa par vous, Jonathan Bateguele, concernant bien sûr Edith Puchéry-Balé, actuellement en détention du côté d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Au Burkina Faso, il nous attend, il s'agit de Pimanea. Il est journaliste communicateur, il est surtout président du cadre d'action pour la patrie. Bonsoir à vous, monsieur, et bienvenue. Bonsoir à tous, bonsoir à tous les frères du côté du Cameroun et à travers l'Afrique. Merci encore une fois de plus pour l'invitation. Je salue l'intervenant qui est sur votre plateau, l'éditorialiste. Voilà pour ce qui est bien sûr du panel qui nous accompagnera tout au long de cette soirée. Messieurs, bien avant d'entamer avec la partie réservée aux échanges, je vous invite à suivre en exclusivité donc l'arrivée de ces derniers 46 soldats jusqu'ici en détention du côté de Bamako au Mali. Ces derniers ont donc finalement été libérés, ont rejoint Abidjan en Côte d'Ivoire via l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Ils ont d'ailleurs été accueillis par le président ivoirien en personne. Il s'agit bien sûr d'Alassane Dramane Ouattara. C'était samedi dernier en images et en son. Le soutien de l'armée de terre. Ces 49 soldats ont en commun d'avoir séjourné. Je voudrais exprimer au nom de tout le groupe notre profonde gratitude pour tout ce qui a été entrepris pour nous, pour notre retour au Bécaye. Bien évidemment, maintenant que cette crise est derrière nous, nous pourrons reprendre des relations normales avec le pays frère qu'est le Mali, qui a besoin de nous et dont nous avons besoin également. Les Maliens sont nos frères. Voilà donc pour ce qui est de ce retour, le retour donc des 46 derniers soldats ivoiriens toujours jusqu'ici en détention du côté de Bamako au Mali. Alors, on démarre avec vous, Jonathan Bateguele. Nous avons suivi l'évolution de ce dossier. Ils ont été interpellés à l'aéroport Modibo Keïta de Bamako. C'était le 10 juillet 2022. Par la suite, ils ont été inculpés, écroués, jugés même, condamnés pour certains en 20 ans de réclusion criminelle. Puis derrière, il y a eu cette grâce présidentielle
présidentielle du président de la transition malienne, le chef de l'État Assimi Goïta, qui a donc définitivement acté leur libération. Alors à votre niveau, est-ce que vous avez compris cette décision, celle d'accorder la grâce présidentielle à ces mercenaires? Tout à fait. D'abord, c'est très bien parce que ils sont considérés tels quels, c'était des mercenaires, et sont présentés désormais en leur rang et qualité. C'est des mercenaires qui n'étaient pas pour la plupart ivoiriens. La majorité appartenant à la Légion française. Et ces mercenaires sont venus à Bamako pour commettre un forfait. Il faut se souvenir qu'au mois de juillet, il y avait une pression populaire et diplomatique contre les autorités de la junte française à l'effet de déménager leur base militaire de Gao et de Kidal. Oui. Les peuples et autorités maliennes qui de concert menaient cette action recevaient en retour une attrition conjuguée et condensée autour de la CEDEAO, conjuguée parce qu'elle était portée par des chefs d'État de la sous-région, notamment les larbins comme M. Ouattara, qui n'hésitait pas dans son désir d'ironiser ou bien de blesser et de dénigrer les autorités maliennes, de parler d'une junte. Il y a aussi eu M. Mbalo, le président en exercice de la CEDEAO, qui s'illustrait par des prises de parole irresponsables et peu construites, avec une lecture de la situation dénotant une certaine ignorance des problèmes même de la sous-région. Et on se demande donc comment un président d'une organisation sous-régionale peut briller par une telle inconsistance. On avait également le Ghana qui venait en renfort de temps en temps, et le Niger. C'était un concert des larbins, un tintamarre dans la sous-région qui voulait se présenter comme étant la pression de la CEDEAO. Une pression exercée sur Bamako. Ça se présentait comme la pression de la CEDEAO. Mais quand vous regardez, tous ces chefs d'État sont des larbins de la France-Afrique. Et c'est des larbins de l'Occident qui posaient des actes qui concordaient avec les missions qui leur étaient accordées par les Occidentaux. Notamment le jeune chef de la junte française, M. Emmanuel Macron. On se souvient du sommet en avril, du sommet de la CEDEAO, sommet qui a été interrompu sur ordre de Macron, disant qu'on ne pouvait pas encore décider, il fallait attendre juin. Et c'est en juin qu'on a levé l'ensemble des mesures d'embargo sur le Mali. Donc, il y avait tout ce phénomène. Et en juillet, donc, débarque cette horde de hors-la-loi. 49 au total. 49. Qui ont pour mission d'aller commettre un forfait. Parce que à cette période, aux menaces verbales, on voulait donner un contenu matériel. Donc les 49 débarquent à Bamako dans 2 avions et ils sont chopés au niveau de l'aéroport par la police malienne qui déniche ces mercenaires qui prétendaient dans leur passeport être des peintres
des commerçants, des maçons, des femmes de ménage, Ouais. bref, des professions qui ne reflétaient pas leur réelle compétence. Et donc, quand ils ont été interpellés, ils sont passés aux aveux. Ils sont reconnus qu'ils sont une unité, c'est des militaires, et qu'ils sont là pour une mission. Disent-ils officiels. D'ailleurs, ils brandissent un mandat factice, un document, un vulgaire chiffon, quoi. Mais qui leur servait de justificatif dans le cadre de cette mission. Et les autorités maliennes, voulant y voir plus clair, vont donc saisir les autorités ivoiriennes qui, elles, vont répondre que non, elles n'ont pas d'unité sur le terrain. Mais le lendemain, il y a un rétro-pédalage. Les autorités ivoiriennes reconnaissent, les autorités des Nations Unies disent qu'il n'y a pas de force ivoirienne qui vaille dans les contingents. Les autorités ivoiriennes parlent de notes qui auraient été échangées avec les autorités maliennes. Ça devient un ping-pong, mais un capharnaüm, créé à l'effet d'embrouiller l'opinion et de donner l'impression, tout ceci à grand renfort des médias mensonges du Quai d'Orsay, qui confirmaient la thèse ivoirienne et voulaient présenter ces mercenaires comme étant des otages du gouvernement malien. Le Mali ne s'est pas laissé avoir. Fermement, les Maliens ont maintenu leur cap dans le sens de faire la lumière sur cette situation, et ces individus ont été mis en détention préventive au niveau de Bamako. Et pendant la détention préventive, une enquête suivait son cours et la justice s'est saisie à la fin de l'enquête du dossier. Oui. Le narratif suivant lequel c'était des otages n'a pas prospéré parce qu'aussi, du point de vue de la communication, les médias panafricanistes ont porté la voix du Mali et ont très clairement présenté les faits et ont dénoncé ces individus en tant que des mercenaires. Ce qui aujourd'hui est la thèse officielle. Tout le monde le sait, c'est des mercenaires. Ces mercenaires ont donc été jugés à Bamako. Et l'état de droit dont Assimi Goïta, le président du Mali, Oui. président de transition actuellement, est le garant le plus absolu, l'état de droit s'est prononcé. Et il faut dire que là, c'est d'abord une victoire. Parce que contrairement à tout ce qu'on voulait le faire faire, c'est-à-dire des actes qui vont contre l'état de droit, le président Assimi Goïta a respecté ses prérogatives et a laissé la justice Faire son travail. faire son travail en toute indépendance. Vous n'avez jamais suivi d'injonction qui a été adressée ou par le Premier ministre Choguel Kokala, ou par le Premier ministre par intérim Abdoulaye Maïga, ou par le ministre de l'Intérieur Abdoulaye Maïga, ou par le ministre de la Justice. Oui. Personne n'a interféré dans cette affaire. Donc à ce niveau, il faut d'abord saluer le professionnalisme, la détermination et l'indépendance des juges, Oui. qui eux-mêmes ne se sont pas laissés intimider par les pesanteurs médiatiques qui étaient données à ce dossier. Et ils ont pris leur décision sereinement. Et ils prennent leur décision dans quel contexte? La décision intervient, je crois, le 2. Dans quel contexte? Vous parlez de la décision de condamnation. De condamnation, le 3, ça intervient le 3. Même si la condamnation a été prononcée en fin du mois de De décembre. décembre, mais elle a été 30. communiquée, oui, le 3. Merci, le 30. Le 30 décembre. Alors, ça intervient dans quel contexte? Oui. Au début du mois de décembre, la CEDEAO commet un communiqué suivant lequel elle donne au Mali jusqu'au 1er janvier pour libérer ses mercenaires. Passé le 1er janvier, des actions fortes seraient menées. Donc, on s'est posé des questions. Est-ce qu'ils s'imaginent que c'est Yaya Jammeh? C'est la Gambie? Ou bien est-ce qu'ils s'imaginent que c'est la Côte d'Ivoire de 2010 ou une pseudo-force de maintien de la paix, une force de restauration de la démocratie, s'est substituée au peuple et a allé commettre une forfaiture en installant
un imposteur à la tête à la fois de la Côte d'Ivoire ou de la Gambie. Oui. Donc, cette forfaiture n'allait pas prospérer. Ils s'en sont rendus compte et Dieu merci, ils ont reconnu que c'était impossible. Et donc le droit, quand on communique la décision de la justice, il ne se passe rien. Donc la justice n'a pas agi sous la précipitation en disant parce que la CEDEAO s'est exprimée, il faut qu'on prenne une décision. Non. La justice a pris sa décision. Le président Assimi Goïta a aussi laissé le temps. Et vu qu'il avait certainement à ce moment une autre lisibilité, problème, parce qu'on parle de l'existence d'un mémorandum, et ça sera la deuxième Même si les détails du mémorandum n'ont pas été révélés jusqu'à présent. De toutes les façons, nous aurons l'occasion d'en parler. La deuxième partie de mon intervention portera sur ce que ce mémorandum pourrait ou devrait, pour ma part, m'inspirer ou inspirer. Mais ici, il fallait d'abord placer le contexte, planter le contexte et montrer comment les autorités maliennes ont réussi à faire parler l'état de droit, dans quelles conditions. Ouais. C'était vraiment des conditions exceptionnellement sous pression, où l'état malien, si ça avait été un autre état, on n'aurait pas vu les juges dire le droit avec autant de sérénité, avec autant d'objectivité. Les mercenaires, les 10 mercenaires ont été condamnés à 20 ans de prison ferme, assorti d'une amende de 2 millions de francs CFA par individu. Ouais. Notons-le, parmi, il y avait 30 légionnaires français et 16 éléments des forces de défense ivoiriennes. Ce que nous avons vu tout à l'heure en image, oui, en quelques minutes, parce qu'on va également prendre en Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, oui, ne reflète en rien la sociologie de ces soldats. Et dans la deuxième intervention, nous reviendrons bien sûr à la fois sur le dit mémorandum et la question de ces soldats et ces scènes de liesse qui ont été fabriquées pour contenter l'opinion à la fois nationale ivoirienne et internationale. Vous insistez sur la fabrication de ces scènes de liesse que nous avons observées samedi dernier du côté de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny au Mans, où bien sûr l'avion affrété par l'armée ivoirienne était bien sûr en train d'atterrir avec à son bord les 46 derniers soldats ivoiriens jusqu'ici en détention du côté de Bamako, jugés et condamné par la justice malienne. Alors je reviens vers vous, Pemanéa, pour cette première prise de parole. Vous avez également suivi l'évolution de ce dossier depuis l'arrestation de ces mercenaires à l'aéroport Modibo Keïta de Bamako. Par la suite, le dossier est devenu un tout petit peu complexe parce que derrière, il a été judiciarisé, remis entre les mains de la justice et il fallait attendre le dénouement côté justice. Finalement, la justice a rendu donc son verdict, 20 ans de réclusion criminelle pour ensuite derrière une grâce présidentielle du colonel Assimi Goïta qui acte donc la libération de ces mercenaires. Alors, un premier commentaire sur cette décision forte prise quand même par les autorités de la transition, celle d'accorder la grâce présidentielle à ces mercenaires. Monsieur Pema, activez votre micro. Nous avons du mal à vous recevoir. Vous me recevez, c'est bon maintenant? C'est bon, allez-y. D'accord, merci beaucoup. Dans un premier temps, nous, au niveau du Burkina, nous saluons la sagesse donc qui a prévalu au dénouement de cette affaire qui nous concerne tous. Il faut dire que le Burkina Faso fait frontière avec le Mali. Et donc, nous sommes tous touchés par la question des groupes armés qui nous tenaillent depuis quelques années. Et quand cette affaire a commencé avec la Côte d'Ivoire, c'était aussi d'autres sources d'inquiétude. Parce qu'il ne faut pas aussi oublier que ces deux pays ont beaucoup d'intérêts qui les lient, beaucoup de liens qui les lient. Ils sont quasiment même un même peuple.
et avec donc un embrasement de la sous-région n'arrangerait personne. Je pense que les Maliens ont su jouer le jeu diplomatique. Ils ont fini par aboutir à ce dont ils ont toujours souhaité. La justice a tranché et par la suite le président Goïta a accordé sa grâce voilà, à ces soldats qui sont repartis chez eux. Nous nous disons Dieu merci et nous nous en réjouissons. Je pense aussi que le message est désormais passé pour tout le monde. C'est que de plus en plus, il y a une vigilance extrême de part et d'autre au niveau des Africains. Le Mali qui est totalement jalouse donc de sa souveraineté, qui aujourd'hui, elle mise tous les moyens pour non seulement la protéger, mais aussi pour la défendre en cas de nécessité. Et ce que nous retenons là-dessus, bon, le porte-parole du gouvernement malien a indiqué que le Mali faisait partie désormais des nations instables. Et nous nous en réjouissons et nous souhaitons effectivement que tout ceci puisse être mis derrière nous et que le Mali, le Burkina et tous les pays qui sont touchés par la crise la question du djihadisme puissent mutualiser leurs forces, parce qu'en réalité, c'est ça le véritable défi. Nos peuples burkinabés, peuples maliens, peuples nigériens, etc., nous vivons une réalité assez cruelle due à la question du terrorisme. Donc, même si un dirigeant a beau afficher une fierté, une souveraineté, etc., s'il ne parvient pas à résoudre la question de la sécurité sur le terrain, s'il ne parvient pas à réorganiser le retour des millions de déplacés internes, de réouvrir l'administration dans les régions, c'est clair que progressivement, l'adhésion populaire va baisser. Et vous le constatez du côté de Bamako, il y a beaucoup de leaders, de camarades qui de plus en plus commencent à avoir des voix discordantes par rapport au régime de Bamako, qu'ils pensent que finalement sur la vraie question de la lutte contre le terrorisme, que le débat n'évolue pas. Et donc, c'est dire que il y a beaucoup de travail à faire, il y a beaucoup de boulot à faire. Après ce grand coup diplomatique joué, il faut revenir vite à la réalité et au terrain, parce que c'est sur cette base que les peuples de ces régions-là vont continuer ou pas de soutenir donc ces différents régimes en place. Décision, celle bien sûr de la grâce présidentielle, peut être justifiée à votre niveau? Ben oui, un président, il est souverain, c'est connu dans les dispositifs. Je pense que Ouattara lui-même récemment a accordé sa grâce au président Laurent Gbagbo et à un certain nombre d'acteurs. Donc, c'est connu. Et écoutez, partout dans le monde, la justice fait son travail, mais nous savons que un État aussi utilise l'appareil judiciaire pour s'auto-régulariser. On a beau scander la question de la séparation du pouvoir, mais ça n'existe nulle part dans le monde. On a vu en 2018, je pense, quand Soro Guillaume avait été interpellé à Paris, mais l'exécutif s'est immixé pour qu'il soit relaxé, parce qu'il y a, enfin, de sorte qu'il ne soit pas inquiété. Donc la grâce présidentielle d'Assimi Goïta est tout à fait normale et tout à fait légale. Et ça relève de ses prérogatives, et donc je ne pense pas qu'il y a débat à la matière. Ils ont dit qu'ils ont pris des soldats qui sont rentrés sur leur sol de façon irrégulière et donc qui peuvent être, ou qu'ils ont considérés comme des mercenaires. Il va de soi que la suite soit judiciaire, et la justice a tranché. Le président Goïta, donc suite à des échanges avec la Côte d'Ivoire, parce qu'il faut noter que le ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire était, enfin de la défense ivoirienne était à Bamako. Donc à l'issue de cela, une grâce s'en sort. C'est dit qu'il y a une diplomatie africaine de part et d'autre qui a prévalu et qui a pris le dessus. Il faut donc s'en réjouir, et il faut aussi espérer que la partie ivoirienne a tiré toutes les leçons, et que désormais elle se garderait d'agir dans des conditions qui pourraient donc conclure à des situations malheureuses entre pays frères. Merci à vous, Pemadea. Je reviens vers vous, monsieur Jonathan Batenguea, avant bien sûr d'évoquer le volet réservé au mémorandum d'accord signé le 22 décembre dernier entre les délégations ivoiriennes
et malienne, ou voir également d'évoquer l'aspect réservé au retour à la normale des relations entre Bamako et Abidjan. Je voudrais qu'on dise un mot sur la médiation togolaise. Tout à l'heure, vous avez cité un certain nombre de pays impliqués dans ce dossier, ce blocus-là qui faisait bloc derrière pour mettre la pression sur Bamako. Vous avez parlé, par exemple, de la Gambie, ou pardon, du Niger, oui, effectivement. Vous avez parlé du Ghana, vous avez parlé, entre autres, également de la CEDEAO. Vous n'avez pas évoqué le Togo. Est-ce à dire que la médiation togolaise y est pour quelque chose quand aujourd'hui on se dit, oui, ces mercenaires ont été libérés? Et les Maliens avaient marqué une prédilection pour les Togolais. Ça, il faut le reconnaître. L'État malien était beaucoup plus confortable de discuter avec les Togolais. D'abord que le ministre Diop et le ministre des Affaires étrangères du Togo se connaissent. Le professeur Robert Ducé. Ils se connaissent très bien. Ils ont une expérience diplomatique de longue date. Ouais. Et c'était un interlocuteur de confiance pour lui. Il se disait certainement, même si le Togo est une endocolonie, c'est pas... ces relations-là permettent quand même de savoir avec qui on a affaire. Donc, les Togolais y ont joué pour beaucoup. D'ailleurs, l'avion a fait escale au Togo. Dans la fausse liesse, non, c'était pas. En fait, c'était ça l'objectif. C'était pas pour exprimer la gratitude au président Yassimbe. C'était pourquoi, à votre avis, la vérité, c'est pas mon avis. Vous savez, on a envie de comprendre. Nous avons des informations qui nous sont parvenues. Là-bas, on a enlevé les soldats de la Légion étrangère et on les a remplacés par des soldats ivoiriens qui ont quitté le territoire de la Côte d'Ivoire par un autre avion. Ils sont venus pour la circonstance, pour... ça veut dire que le fait d'avoir fait escale à Lomé, c'était pour... Oui, pour réaliser cet échange. Ainsi, les légionnaires qui étaient dans l'équipe sont partis. Ils sont partis dans un autre avion. Il y a d'ailleurs il y a eu un autre vol bien avant que le vol ivoirien ne décolle. Il y a eu un vol qui a emmené ces soldats vers une destination inconnue. Ceux-là, ils ne parlaient pas français comme vous et moi. Vous savez, la Légion étrangère, c'est une armée de mercenaires. Ouais. Moi, j'ai vu des documentaires sur la Légion étrangère. Je ne parle pas de ça parce que j'aurais été moi-même légionnaire, non. Ouais. J'ai vu les documentaires sur la Légion étrangère. Vous avez des russophones qui sont dans la Légion étrangère. Ils ne parlent pas bien français, donc c'est un français approximatif. Vous avez des turcophones qui sont dans la Légion étrangère. Vous avez des arabophones. Vous avez des sinophones, vous avez des nippophones, vous avez des gens qui parlent le coréen, qui sont dans la Légion étrangère. C'est des gens ils viennent de beaucoup de nationalités et ils s'expriment. Ceux-là, particulièrement, c'est des jeunes qui ont été recrutés, qui sont membres de la Légion étrangère, mais qui ont été recrutés en Afrique de l'Ouest. Il y a des Sierra Leonais, des Libériens, des Ghanéens. C'est eux qui sont partis de Lomé. Ils sont partis de Lomé. Ils sont partis. Donc il y a eu un échange. Ça faisait certainement partie des garanties que c'est pas Ouattara qui a donné ces garanties. C'est ceux qui sont les vrais commanditaires de ce mercenariat. C'est la jeune française. Derrière ce mercenariat d'État qui a été cautionné et adoubé par le despote dictateur sanguinaire d'Abidjan, Alassane Dramane Ouattara, il y a la junte française. C'est les méthodes de Barbouze de la junte française. C'était des quignolos noirs de peau qui étaient dans cet escadron de la mort qui avait été envoyé à Abidjan, à Bamako. Donc, pour éviter d'avoir un scandale à la fois avec les chefs d'unité en Côte d'Ivoire, et avoir un scandale avec le peuple ivoirien, et avoir la vérité qui lui vient en plein dedans au niveau international par les images de familles tout à fait berlu face à l'arrivée de gens joyeux à l'aéroport. Si c'est vrai, ces gens-là qui étaient rentrés, je vous garantis que plusieurs de ces familles seraient berlu. Mais là, on a créé une fausse euphorie. Il y a effectivement les familles des 16 soldats ivoiriens qui étaient là. Mais le reste,
c'était des gens qui ont été simplement mobilisés pour la circonstance, comme lors des meetings du RHDP et de beaucoup de partis politiques en Afrique. On sait comment on peut créer de la liesse en Afrique. Il suffit d'utiliser quelques CFA et puis vous avez des liesses à n'en plus finir sur une scène où les individus n'étaient même pas concernés. Donc, on a fabriqué cette liesse autour des familles des 16 soldats des forces spéciales ivoiriennes. Il y a un ensemble de figurants qui ont été intégrés et qui font simplement foule et permettent de donner l'impression qu'il y a eu une vraie libération. Oui. Donc c'est une fausse liesse. Mais ça faisait partie des arrangements entre la jeune française, la Côte d'Ivoire et le Togo. Il fallait que l'avion transite par Lomé. Et d'ailleurs, quand ça a été fait sur un autre média, nous avons quand même annoncé que l'avion ferait escale par Lomé. Mais parce que nous savions quel était l'itinéraire de l'avion et quelle était la mission de cet itinéraire. C'était de faire l'échange. Donc ils ont fait l'échange. Finalement, ils servent un mensonge. Et comme nous le disons, ça c'est pour entamer le point sur le mémorandum. Monsieur Ouattara, il ne sait que faire une chose, mentir et créer des forfaitures et réaliser des forfaitures. Il en a encore réalisé une forfaiture face au peuple ivoirien et un mensonge de plus, un mensonge de trop. Un mensonge de plus, un mensonge de trop pour vous, Jonathan Batinguena. Revenant bien sûr sur l'escale du côté de Lomé avant de rallier Abidjan en Côte d'Ivoire. On prend Zerfel avant de retrouver bien sûr Pébanéa du côté du Burkina Faso. Bonsoir à vous monsieur et bienvenue. Bonsoir Santi, bonsoir Jonathan, bonsoir à tous les techniciens de For You. Et je salue tous les journalistes de For You sans oublier le directeur de cette télévision. Maintenant, je veux parler, vraiment, merci Jonathan, vous avez dit quelque chose qui m'a plu, c'est pourquoi j'ai appelé, parce que quand on les a libérés et qu'ils sont partis, comment dirais-je, au Togo, moi je demande maintenant, parce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui, je pense que vous avez vu cette télévision de merde qu'on appelle NCI, et hier, sur cette télévision, ils ont commencé à insulter le monsieur, parce qu'il y a des gens qui se disent journalistes, qui se disent des juristes, qui se disent, comment dirais-je, des docteurs, en histoire. Mais ce sont des gens qui disent qu'ils enseignent dans les universités, qui enseignent nos enfants. Mais quand tu les vois sur un plateau de télévision, qui parlent, tu ne sais même pas que c'est un intellectuel. C'est comme si on avait pris un n'importe qui dans la forêt de Banco pour venir mettre le mettre sur un plateau de télévision. Des docteurs, des journalistes, des juristes, qui ne savent même pas ce qui s'est passé parce qu'ils n'ont même pas, c'est-à-dire que quand on leur demande de faire un reportage, surtout le journaliste, quand on lui dit de faire un reportage, il n'a même pas 5 francs pour se déplacer de sa maison pour aller dans un autre quartier pour faire un reportage. C'est lui qui est assis chez lui et c'est lui qui voit ce qui se passe au Mali. Il ne sait même pas comment les gens, on les a libérés, mais ce sont eux qui sont sur le plateau hier en train d'insulter le président malien. D'être vraiment, ça m'énerve tellement que je suis bloqué dans mes mots, parce que on peut pas faire du bien à quelqu'un et ses supporters de l'autre va commencer à les insulter. C'est de n'importe quoi, c'est par manque de choses et comment dirais-je, d'intelligence que les gars là parlaient de ce colonel du président malien hier. Vraiment, comme on nous interdit, c'est-à-dire que sur cette télévision tu peux pas appeler. Quand tu es en Europe ici, tu es interdit d'appeler sur la télévision, de répondre comme vous le faites aujourd'hui sur For You, où n'importe qui peut appeler puis donner son opinion. C'est interdit sur cette télévision à des merdes qui sont en Côte d'Ivoire. Parce que moi je demande aux Maliens aujourd'hui, tous ceux qu'ils ont libérés, tous ceux qu'ils ont donné la liberté là, parce que nous, il y a quelque chose, c'est-à-dire qu'on est resté sur la faim. Mais pour faire taire les choses, des supporters, moutons du Burkinabé, ils n'ont qu'à publier les photos de ces gens-là. Parce que le fait qu'ils ont fait un escale à Lomé, comme vient de dire mon frère sur le plateau, c'est-à-dire que les Sierra-Léonais, les Libériens, les Ghanéens, les Togolais, les Béninois, les Sénégalais qui sont dans ce groupe-là, ils sont partis. Ils sont rentrés chez eux en cachette. Donc,
Il faut publier les photos de ces gens-là. Comme ça, nous, on les connaît. On sait aujourd'hui que tous ceux qui sont venus à Abidjan hier, parce que moi, j'ai vu le reportage de l'arrivée de l'avion en Côte d'Ivoire. Mais parce que, bon, je ne connais pas. Ils étaient là, dans leur suité là. On ne sait pas qui est qui. Et ils étaient contents. D'abord, même ce qu'ils disaient au président en se présentant pour le saluer, on n'entendait même pas. Il n'y avait même pas de son. Donc, on ne sait même pas de quoi il parlait. Donc, ce monsieur, il se lève et puis il fait un discours. Il dit les héros. Et que ce sont des braves soldats. Comment des gens qui sont partis tuer des gens. On les a libérés et on les appelle des braves. Un soldat. Non, vraiment, je suis désolé. Je suis désolé pour ce, comment dire. Parce que moi, c'est la politique. Les Maliens, ils ont bien fait parce que s'ils laissaient ces gars-là, là-bas, parce que le temps qu'ils vont mettre dans ce pays-là, il se peut que les Français même viennent faire encore des manœuvres pour tuer parmi ces gars-là et ils vont accuser le Mali. Bien sûr que les Maliens ils ont libéré ces mercenaires, mais moi je demande comment dire, aux autorités de ce pays-là de publier les photos de ces gens-là. Comme ça, nous, on sait quand ils vont parler en Côte d'Ivoire pour dire que ces gens-là ne sont pas parmi ce groupe-là, les Maliens vont se démentir. Parce que présentement, là, on dit que tout ce qu'on a vu, on voit sur les photos, là, on ne sait pas qui est qui. On ne sait pas qui est libérien, qui est sénégalais, qui est ivoirien dedans. Donc, ces gars-là, ils disent que tout ça, ce sont des ivoiriens. Non, les photos, ce qu'il y a là, les Maliens connaissent ceux qu'ils ont arrêtés. Ça, c'est la moindre des choses. Maintenant, pour finir, je vais dire quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, je vais m'adresser aux Ivoiriens, à nos opposants qui sont en Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne fait pas la politique dans les salons. On ne fait pas la politique sous les lits. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vous les opposants, on compte sur vous et vous êtes là, et la bouche bée, vous ne faites rien. Parce que le monsieur aujourd'hui, lui, pense que c'est-à-dire qu'il est le Namba Moro ou quoi, le Namba de Côte d'Ivoire. Personne peut parler. C'est-à-dire que quand il parle, il n'y a pas quelqu'un qui va dire un mot. Donc, vous qui êtes les opposants là, réagissez un peu pour nous donner un peu de courage. Vous êtes là, vous, le gars, en train de nous manipuler du jour, hein, chaque jour, mais vous ne dites rien. Vous voulez seulement aller aux élections. Les élections, là, tant que nous, on n'est pas prêts et on n'est pas sur la liste, là, comment vous allez gagner les élections? C'est la moindre des choses. Donc, réagissez maintenant. Tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il n'est pas le Dieu de la Côte d'Ivoire. Donc, parlez un peu. Parce que ceux qui viennent sur les plateaux de NCI, ce sont des gens qui font l'apologie parce qu'ils ont peur de faire la prison, donc ils sont obligés de faire l'apologie. As-tu, moi je vais m'adresser à toi, parce que ta femme est dans l'armée en Côte d'Ivoire, c'est pourquoi quand tu viens sur cette télévision, tu insultes les gens parce que tu veux que tu fais l'apologie des Draman pour qu'on en vende ta femme, on lui donne des grades encore dans l'armée, c'est pourquoi tu parles ainsi. Sinon, pour un intellectuel, tu ne peux pas parler comme ça. Merci de m'avoir laissé quelques temps pour m'exprimer, pour dégager cette colère qui est en moi. Merci. Merci à vous, Zerfel. On reste au standard. Jean Sarponou, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, mon frère Nguéné. Bonsoir, Jonathan. Bonsoir, c'est Évariste, je ne sais pas. Bonsoir, notre frère combattant de Burkina Faso. Bonsoir, technicien. Bonsoir à tous ceux qui écoutent For You Media. Bonjour. Alors, monsieur le journaliste Nguéné, il y a quelque chose que nous devons savoir. Et c'est, bon, moi je ne veux pas dire ces mercenaires, qu'on appelle-t-on, pour le moment, hein, je ne peux pas dire ces mercenaires, comment ça, c'est ces gens de la France, là, ceux qui travaillent, les armées ou bien les gens qu'on paie pour aller faire leur sale besogne là. Donc, moi, je vais seulement dire ceci, les mercenaires ivoiriens. Qu'ils soient, voilà, les légionnaires français. Moi, je vais dire seulement mercenaires ivoiriens. Admettons cela, parce que jusque-là, c'est ce que nous savons. Maintenant, allons aux démonstrations. Ces mercenaires, ces soldats ivoiriens étaient envoyés au Mali dans le cadre de la maintien de la paix.
soi-disant, non, de l'ONU, dans le cadre de l'ONU. Ça veut dire qu'ils travaillent pour l'ONU et non pour la Côte d'Ivoire. Mais c'est la Côte d'Ivoire qui fournit ce contingent. Admettons comme ça. Et voilà que ces soldats sont arrêtés avec leur armement. Qui, en principe, dans le règlement, hein, mais dans nos cervelets, nous pouvons raisonner ainsi. Qui, en principe, devait prendre le devant pour défendre, pour faire libérer ces soldats? Ce n'est pas Ouattara. Mais, si nous allons aussi aller un peu, je vais parler aux ados moutons, c'est-à-dire, bon, excusez-moi le terme, à ceux-là qui supportent Ouattara. Et à l'Ivoirien Landa, et aussi les Africains qui peuvent croire à cette formulation. Alors, avant que le colonel Goïta ne vienne au pouvoir, regardez tout ce qui s'était passé. Regardez ce que Ouattara, les sanctions que Ouattara a fait prendre aux gens contre le Mali. Que ces Ivoiriens m'écoutent très bien. Dans ce contexte, on a relâché un peu pour dire, bon, voilà, on lève les sanctions. C'est dans ce contexte que ces soldats ivoiriens sont rentrés sur le sol malien, soi-disant dans le cadre de maintien de la paix. Parce que Ouattara, dans ce discours, pour accueillir les soi-disant soldats, et qu'il appelle des héros. Alors, vous voyez que ces soldats, si c'est dans le cadre de l'ONU, mais c'est l'ONU en principe qui devait les défendre. Est-ce que vous me suivez un peu? Donc, ce n'est pas le cas. Ouattara est parti en Afrique du Sud. Il a parlé de Guterres qui va séquestrer dans le cadre de l'ONU. C'est le discours que Ouattara faisait partout. Pour que l'ONU intervienne. C'est l'ONU qui devait prendre le devant. Mais ce n'est pas le cas toujours, je le répète, pour ces Ivoiriens qui croient à ce que Ado fait. Mais ce n'est pas Ado, ce n'est pas Ouattara qui est en principe le formateur. Alors, il est devant comme... c'est pas celui qu'on pousse. Et effectivement, il a fait du chantage, de n'importe quoi. Les commanditaires, les vrais commanditaires sont derrière, ne se lèvent pas, c'est la France. Nous le savons très bien parce que c'est la France qu'on a chassé du Mali. C'est la France qu'on a chassé du Mali. On a chassé sa ambassade du Mali. Alors, elle peut en vouloir au Mali et de la Côte d'Ivoire parce qu'il n'y a aucun élément de divergence entre les relations, normalement, entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Il n'y a pas de précédent. Il n'y a pas d'antécédent plutôt. Alors, si Ouattara fait tout ce qui s'est passé jusqu'à ce que ces 46 finalement sont libérés, que ces Ivoiriens sachent que ce n'est pas la version que Ado chante qui est la vraie. Et vous avez bien fait. Nous avons appris. Pourquoi l'escalade à Lomé? Dites-moi, pourquoi l'escalade à Lomé? Est-ce que les gens ne voient pas ce qui se passe? Pourquoi l'escalade à Lomé cette nuit-là, avant d'arriver en Côte d'Ivoire? Et les Français, écoutez bien ce que nous disons. Vous serez exposés dans vos démarches. Ce n'est plus avant, parce que nous savons ces Français-là qui font les choses là, c'est des francs-maçons, et ils veulent toujours noyer l'Afrique dans le bois, ils veulent oublier. Et c'est pour cela qu'ils font ces choses. Et pourquoi cette escale à Lomé? Pourquoi cette escale à Lomé? Pourquoi? Dites-nous pourquoi. C'est pour aller faire quoi? C'est pour aller signer les papiers avec les soldats relâchés. Mais regardez clairement. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est préparé. Et nous savons qui est à Lomé. C'est la France qui est à Lomé. C'est la France qui gouverne le Togo. Je dis bien, c'est la France qui gouverne le Togo depuis la nuit des temps. Nous le savons. Je suis un Togolais, je le sais très bien. Je sais très bien, depuis la mort de Sylvestre Olympio, c'est la France qui gouverne le Togo. Un point trait, il n'y a pas quelque chose à faire. Tout ce qui se passe au présent, c'est la France qui organise tout cela au Togo. Un point trait. Les vrais défenseurs du Togolais sont chassés du Togo. Ils ne peuvent pas revenir, rester dans le pays. Ou ils sont tués. Alors pourquoi ces cas-là à Lomé? C'est pour effectivement les changer. Mais qu'ils sachent qu'ils sont déjà vus.
Si vous répétez encore ça, vous, les Africains qui s'adonnent à ce jeu, avec des 10 milliards, je ne sais pas quoi, combien vous donne, et vous vous engagez à tuer vos frères africains, vous êtes maudits, et vos enfants vont payer, vos générations vont payer cela. Ce ne sont plus à cette ère. Que Ouattara sache très bien que ce qu'il fait en Côte d'Ivoire, il rendra compte un jour. Il rendra compte un jour. Et ceux qui le supportent, sortez de cette obscurité, venez voir, c'est la France qui tient la Côte d'Ivoire dans cette tenaille. Sortez de cela. Nous sommes en guerre. Que Dieu bénisse. Il n'y a aucune relation. Il n'y a pas quelque chose à dire, on va normaliser les relations. Non. Soyez sur les qui-vive. C'est la France qui part toujours par n'importe quoi pour pouvoir déstabiliser le Mali. Mais elle sera exposée et détruite. Je le dis et je le répète. Wait and see. Ils verront leur pas tout à l'heure en France. Que Dieu bénisse, nous sommes en guerre. Merci à vous, Jean Sarpono. Ngalo Sili nous a également rejoint. Bonsoir à vous, monsieur, et bienvenue. Bonsoir, monsieur Nguéné. Bonsoir à vos invités et à tous les téléspectateurs de For You. Je vais aller tout de suite en rappelant à mon frère Zefel que je comprends vraiment sa rage et sa détermination à ce qu'on présente ces mercenaires. Mais ça n'arrivera pas, mon frère Zefel. J'étais déjà rassuré là-dessus en te disant que le président Goïta, par cette action, a évité encore un bain de sang en Afrique de l'Ouest. Car je peux te le dire, les médias occidentaux avaient déjà préparé les reportages pour décrire une Afrique de l'Ouest ensanglantée par cette, par cette situation. Donc, vraiment, le président Goïta a retiré un morceau de viande dans la bouche. Deuxièmement, mais le Mali a les images de tous ces gens-là, ne t'en faites pas. Mais quand vraiment le tribunal va tomber, quand on va dire, voici, donnez-nous les preuves vont sortir. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé, c'était comme en transition, pour remercier le grand frère Batengene, pour avoir ressorti vraiment cette histoire d'escale au Togo. Et M. Nguéné a bien fait de lui demander, mais dites-nous, vous êtes dans les secrets, expliquez-nous cette escale, parce que regardez très bien où se trouve Lomé par rapport à, comment on appelle la capitale du Mali là, à Tombouctou, je ne sais plus comment on appelle ça, mais c'est à deux lieues d'Abidjan. Donc pour aller de Bamako à Lomé, c'est 2 fois la distance Bamako-Abidjan. Donc rien que cela, vous pouvez tout y voir. Mais sinon, les responsables, ceux qui étaient dans ce contingent-là, c'était la Légion étrangère. Et j'aime toujours rappeler ça aux Africains. La France est une puissance. C'est le seul pays qui a réussi à imposer au monde entier une armée dans l'armée, une armée de mercenaires programmés pour tuer du nègre. Je le dis comme ça, je vous dis, comment on les appelle? La Légion étrangère n'a pas 2 zones d'action. Sa seule zone d'action, ce sont des zones habitées par des nègres. Des Caraïbes jusqu'en Afrique, même jusqu'à Madagascar, c'est la Légion étrangère qui agit là-bas. Et monsieur Nguéné, ne vous faites pas d'illusions, la Légion étrangère est composée de même de tes propres frères. Donc, je vous dis, ils recrutent partout. Monsieur Batengene nous a dit tout à l'heure qu'il y a des Russes, il y a des Tchèques, il y a de tout là. Les Américains du Sud, ils sont pleins là-dedans. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit que la France est une puissance. Elle peut agir là où elle veut grâce à la Légion étrangère parce qu'elle peut vous planter votre frère derrière vous en pleine journée et vous ne vous rendez pas compte. Donc voilà, cela dit, Bamako a pris une action qui nous a sauvés. Mais pour moi, je regarde cette histoire-là comme du French Cancan. C'est-à-dire que quand on regarde après coup, le French Cancan, c'est quoi? C'est quand les Américains ou les Anglais disent French Cancan, c'est quelque chose de spécifique à la France. Les seules personnes, les seuls pays qui ne se sont pas fourvoyés dans cette histoire-là, ce sont les pays francophones. Puisqu'il s'agit d'une histoire entre Français et leurs colonies. Les Français ne se sont pas fourvoyés dans cette histoire. Macky Sall, comment on dit, même les Maliens, les Togolais, tous ces gens-là, les Ivoiriens, ils ne se sont pas trompés dans parce qu'ils savent que c'est du French Cancan.
Mais tous ceux qui ne sont pas francophones, qui ont essayé de mettre leur doigt dans cette histoire-là, se sont fait prendre le doigt entre le marteau et l'enclume. Les Allemands, au départ, ont dit, ah ben nous on ne connaissait pas, après ils ont fait marche arrière. Gutiérrez, qui disait que mais cette mission-là, mais c'est une mission fantôme. Quelque temps après, il s'est mis à revendiquer. L'Union européenne, pareil. Ambalo, quand il parle espagnol, c'est toute une autre histoire qui donne de la situation. Quand il parle anglais, il vous donne une autre version. Quand il va en France, il parle dans un mauvais français, il donne une autre version de cette situation. C'est pour ça que je vous dis que c'est une histoire du French Cancan. C'est particulier à cet esclavage que la France a maintenu dans nos pays avec le franc CFA qui lui permet de faire tout ce qu'elle veut dans nos pays. Tant que nous n'allons pas mettre un terme à cette monnaie-là, tous les pays qui seront sous cette monnaie-là sont sous influence française. Je le dis comme ça en envoyant un message au Mali, au Burkina Faso, à la République centrafricaine. Si vous ne sortez pas du franc CFA, je vous assure, vous êtes en train de nous agiter de la poussière sur les yeux. C'est le jour où vous allez quitter le franc CFA, on va décréter l'indépendance de vos pays. Le président Traoré de Burkina Faso a dit que nous ne sommes pas indépendants. Ce n'est pas une parole en l'air, c'est une réalité. Et je dis, le jour où le Mali va créer sa monnaie, nous allons considérer cette journée-là comme le jour de l'indépendance du Mali. Pareil pour tous les autres pays francophones. Voilà ce que je souhaitais dire, M. Nguéné. Bonne soirée à vous. Soirée également à vous, à votre niveau. Alors, messieurs, nous allons progresser dans cet échange. Et avant de vous passer la parole, M. Pemanea, je voudrais qu'on prenne quand même les unes de certains journaux ivoiriens parus en kiosque ce matin. On va commencer bien sûr par le quotidien Le Jour, qui est notamment revenu sur la libération de ces 46 derniers soldats ivoiriens jusqu'ici en détention du côté de Bamako. Après leur retour du côté donc, de la Côte d'Ivoire, Ouattara, le président ivoirien, s'est adressé en ces termes, je cite, avec le concours de la réalisation, nous aurons bien sûr la une du quotidien Le Jour, paru en kiosque ce matin. Vous n'avez rien à vous reprocher, vous étiez allé en mission. Est-ce qu'on pourrait avoir l'image à l'écran de cette une? Je parle bien du quotidien Le Jour, paru en kiosque ce matin du côté de la Côte d'Ivoire. Vous n'avez rien à vous reprocher, vous étiez allé en mission. On va progresser avec bien sûr le quotidien Fraternité Matin, qui est revenu également sur les propos du président ivoirien Alassane Ouattara. Bien sûr, ce matin, paru en kiosque, la Côte d'Ivoire sera toujours présente pour défendre chacun de ses fils et chacune de ses filles, ou encore le quotidien L'Essor, également paru en kiosque ce matin, qui parle de cette libération des 46 derniers soldats ivoiriens comme étant bien sûr le triomphe de la sagesse. Oui, la sagesse d'un homme, celle du président Alassane Dramane Ouattara. Alors, mon cher Pemanea, nous revenons vers vous en ayant bien sûr en esprit cette libération en question lors de sa prise de parole juste après l'arrivée de ces soldats ivoiriens. Le président de la République ivoirienne a dit clairement que voilà, désormais, le Mali et la Côte d'Ivoire peuvent reprendre des relations normales. Est-ce à dire que l'âge de guerre a été définitivement enterré à l'issue de cette libération? On aura l'occasion de l'avoir à nouveau, Pemanea. Mais la question directement, Monsieur Batengene, je vous la pose. On revient sur l'arrivée de ces soldats, ou du moins de ces mercenaires du côté de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. La prise de parole de Monsieur Ouattara, qui les qualifie de héros. Ils étaient juste partis accomplir une mission. Ils n'ont rien à se reprocher, mais derrière, il dit que désormais la Côte d'Ivoire et le Mali peuvent reprendre des relations normales. Est-ce que clairement cela signifie ou voudrait dire que l'âge de guerre a été définitivement enterré entre Bamako et Abidjan? C'est amusant. Certainement, M. Ouattara, quoi qu'il a fait avec des personnes incultes des années 80, qui croyaient qu'il était le plus grand économiste du monde d'Afrique et qui lui confiait un ensemble de missions délicates. Non, il a bien affaire avec des hommes lucides. Et à Bamako, le colonel Assimi Goïta a une équipe entièrement lucide. Et nous leur faisons confiance, nous lui faisons entièrement confiance. Monsieur Alassane Dramane Ouattara nous a servi d'abord un cinéma.
Si c'est des héros, pourquoi avoir caché les héros? Pourquoi avoir envoyé les mercenaires français sur le sol français ou dans les bases militaires françaises? Si c'est des héros, pourquoi ils ont été condamnés à l'étranger? Non, ce n'est pas une question d'héroïsme. Il s'agit essentiellement des mercenaires de M. Ouattara. Le dictateur des spots sanguinaires d'Abidjan a ses propres mercenaires qui sont rentrés. Et il veut leur faire honneur parce qu'ils ont quand même pris un risque. Les 16 qui ont pris un risque. Pas les 30 autres qui sont venus faire du cinéma, les 16. Ils ont accepté de prendre le risque. Vous parlez des 16 vrais Ivoiriens. Tout à fait. Maintenant se pose une autre grande question. Est-ce que ces gens-là vont pas succomber des suites de maladies brusques, des morts subites en cascade, des AVC inexplicables? Nous, on peut se souvenir que le Premier ministre Senghor Coulibaly soit parti comme ça. On peut se souvenir encore que le ministre Ahmed Bakayoko soit également parti comme ça, parce qu'ils avaient dit que ils sont les futurs candidats à la succession de M. Ouattara. On peut oublier ça. Mais on ne peut pas quand même se poser des questions, on ne peut pas manquer de se poser des questions sur l'avenir de ces 16 bons hommes. Eh bien, le grand défi, et nous demandons aux citoyens ivoiriens qui nous écoutent de nous y aider. Les soldats, les 16 éléments de force spéciale qui ont été identifiés, à les suivre. Le grand challenge sera de les voir vivre sur les 5 prochaines années. Parce que, vous savez, on dit avant l'orage, il y a d'abord le bon vent. Hein? Avant que vous ayez un orage, vous avez généralement un très bon vent qui souffle. Et si vous êtes inattentif, vous risquez de vous endormir. Les qualifiés de héros, ça fait partie du cinéma. Très bien orchestré par M. Ouattara. Mais ils verront bien quelle est leur récompense dans les jours qui suivent. S'ils survivent aux 5 prochaines années, ce sera une très bonne chose. D'ailleurs, d'aucuns estiment que le colonel Assimi Goïta avait raison de les libérer parce que on pouvait passer par ces soldats-là pour créer d'autres problèmes ou tenter de déstabiliser le Mali, peut-être. Tout est possible. Bon, tout est possible. Tout est possible. Maintenant qu'ils sont eux-mêmes. Vous avez vu, dans les yeux des 16 vrais soldats qui étaient là-bas, vous avez vu comment ils regardent. Ils savent qu'ils ont échoué à une mission. Ils en sont conscients. Et dans le credo des missions des forces spéciales, surtout les missions clandestines, quand vous échouez, il y a des sanctions qui s'en suivent. Ces sanctions peuvent aller jusqu'à vous ôter la mort. Ils en sont conscients. Vous avez vu. Eux, par contre, ils ne sont pas dans le cinéma folklorique des 30 qu'on a sélectionnés pour la circonstance, pour venir faire un peu d'humour et créer une ambiance de fête. Eux, ils se posent des questions sur leur avenir. Ils se demandent ce qu'ils deviendront, parce qu'ils sont conscients des règles du jeu. Et surtout qu'ils sont au courant de la haute mafia. Ils savent que Madame Pulchéry Bale est en prison parce qu'elle connaît un peu de cette mafia. Elle connaît. Il faut l'empêcher de parler. C'est pourquoi on l'a mis en prison. Et eux alors qui étaient les acteurs de ce complot, qu'est-ce qu'il en sera d'eux? Qu'est-ce qu'il en adviendra? La grande interrogation. Ne vous fiez pas à ce discours, c'est des héros.
M. Ouattara est passé sur 3000 Ivoiriens un seul jour. Oui. Au pont d'Abobo. Les chars ont roulé sur les gens. On a tué des gens, 3000, pour qu'ils deviennent président. M. Ouattara, la vie humaine n'a pas de sens à ses yeux. Pour être Premier ministre, il a comploté avec les gens de Bretton Woods. Ils ont créé des émeutes à Abidjan. On a brûlé les voitures, tout. Bretton Woods l'a présenté à Houphouët-Boigny comme l'homme providentiel, l'économiste par excellence. Le père Houphouët était à genoux quand il le recevait. Et le magicien est venu avec les recettes de Bretton Woods. Il a redressé l'économie ivoirienne, c'est ce qu'on dit. Mais en fait, c'était un complot de Bretton Woods pour le hisser aux hautes fonctions. Ce monsieur, parce que quand on brûlait les voitures là à Abidjan, on n'a pas tué des gens. Il en a que foutre. La rébellion du Mpigo, la rébellion du MPCI. Quand je dis souvent que M. Ouattara c'est un dictateur despote sanguinaire, les gens s'émeuvent en disant « Oh, Jonathan, sanguinaire c'est un peu trop. » Parce que pour eux, sanguinaire, ça voudrait dire qu'on a affaire avec un individu qui verse du sang tout le temps, qui s'en régale, qui serait sans foi ni loi. Et que Ouattara, c'est pas quand même dans cette catégorie. On l'a vu faire la politique. Vous avez peut-être raison. Mais allez vous documenter. Pour tous qui doutaient qu'il est sanguinaire. La rébellion du Mpigo, MPIGO, et la rébellion du MPCI, secrétaire général Guillaume Kibafogri Soro, président de cette rébellion non déclarée, mais qui a financé, parce que Guillaume Soro l'a reconnu, Alassane Dramane Ouattara. La rébellion du MPCI et du Mpigo, à leurs premières heures, avait recruté des combattants sierra-léonais et libériens qui ont fait mal à l'ouest et au nord de la Côte d'Ivoire, égorgeant des personnes dont ils recueillaient le sang dans des bassines et procédaient à un rituel de consommation de ce sang. C'était sous monsieur, c'était les ordres de monsieur Ouattara. Il fallait recruter ce genre d'homme. Un homme qui fait ça, il est quoi? Vous pensez qu'avec un tel homme qui a une... On ne peut pas espérer que les relations reviennent à la normale. De toutes les façons, on regarde des arguments. Personne n'est naïf. Personne ne peut faire confiance à Ouattara. Personne. Tout homme lucide. Prenons les gens qui lui ont fait confiance. Comme s'il a fait un premier pas en envoyant une communication pour la signature d'un mémorandum d'accord. Monsieur Guéné, sur la libération. Monsieur Guéné, il est champion des premiers pas. La rébellion ivoirienne. Je vous ai dit que derrière le MPCI, puis les forces nouvelles, ce sera lui le vrai patron. La rébellion ivoirienne, qu'est-ce qui se passe? Accord de Linas Marcoussi 2003, accord de Lomé 1, Lomé 2, Lomé 3, Cotonou, on va même encore à Paris. Tout ça, c'était pour endormir le président Gbagbo. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Coup d'État. Il perd les élections, il fait un coup d'État. Et pourtant, Laurent Gbagbo, dans son livre, dit qu'à un moment même, Ouattara l'appelait en lui disant « mon frère ». C'est lui qui lui donnait des informations en disant que vraiment, je pense que maintenant, c'est eux qui vont faire comme ça. Surtout qu'Assimi Goïta n'écoute pas ce qu'il dit. Qu'il fasse sa sécurité lui-même. Qu'il n'écoute pas. Qu'il dise à Téné Birahima de faire la sécurité de la Côte d'Ivoire. Au Mali, il y a un homme d'expérience qui s'en occupe. C'est un militaire de formation. Il connaît ce qu'on appelle la sécurité. Ouattara s'occupe de sa sécurité. Il a fait ça à Gbagbo. Je prends d'autres exemples. Quand il met Guillaume Kibafogri Soro dans sa rébellion, il lui fait miroiter une ascension politique jusqu'au sommet de l'État. D'ailleurs, quand ils prennent le pouvoir, il dit qu'à un moment, c'est la jeunesse qui va prendre le pouvoir. Que pense Soro? Soro se dit, ah, enfin, mon grand a pensé à moi, je vais devenir chef d'État.
Aujourd'hui, Soro est où? Il est en Côte d'Ivoire. Il est en exil. Ouattara continue. Il dit non, je ne vais pas aux élections, vraiment. Je vais laisser quelqu'un qui va gérer le parti, va le faire. Premier Ngon Koulibaly, c'est toi vraiment l'homme de la situation. J'ai regardé partout là. Il dit, oh, Ngon Koulibaly va prendre le pouvoir. Il est où? Il n'est pas 6 pieds sous terre. Ahmed Bakayoko, comme on dit au Cameroun, il dit mon bon petit, toi viens. L'autre c'était même encore un vieux, mais toi viens. Vous avez vu comment le ministre Ahmed Bakayoko marchait. Confiant, fier, se sentant déjà président de la Côte d'Ivoire. Il est où? 6 pieds sous terre. Vous demandez que Assimi Goïta fasse confiance à un homme comme ça? Aujourd'hui, Ouattara, même s'il dit qu'il ne veut plus être président, vous allez voir que personne au RHDP n'aura le courage de poser sa candidature. Parce que personne, même au RHDP, ne lui fait confiance. Un homme, vous dites qu'on lui fasse confiance, qu'on va normaliser les résultats, je le veux bien. Les relations, je le veux bien. Le dernier défilé à la fête nationale de Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui s'est passé? Ouattara a fait confiance aux militaires ivoiriens. Lui-même ne faisait pas fouiller les militaires ivoiriens avant que ces derniers ne se mettent dans les rangs. On n'a pas vu les images. On dit à des militaires écarter les jambes. Et on les touche partout, les parties intimes. On regarde s'ils ont dissimulé des armes. Un homme pareil, vous pensez que lui-même n'ayant pas confiance aux autres, qui va lui faire confiance? En plus, dans cette histoire, Ouattara n'est que le valet de circonstance. Il n'est qu'un larbin. Ne lui confions pas plus de responsabilités qu'il n'en a. Ce n'est qu'un larbin. Le vrai intermédiaire, le vrai interlocuteur du président Assimi Goïta, c'est le patron de la jeune française. Et ses patrons derrière, ceux qui gouvernent la jeune française, c'est-à-dire les États-Unis. Voilà ses interlocuteurs. Mais en termes de confiance, le président Assimi Goïta ne peut pas faire confiance à Alassane Draman Ouattara. C'est pourquoi pour nous, ce que vous dites d'ailleurs là, il y a une prévision parce que selon certaines indiscrétions, il se pourrait que dans les tout prochains mois ou dans les tout prochains jours, le président Alassane Draman Ouattara invite le président Assimi Goïta à Abidjan pour pouvoir renforcer. Il n'a pas besoin de ça vraiment. Du moins, il n'a pas besoin de ça. Qu'il dise à Alassane Ouattara de laisser avec ses invitations. Qu'il vive bien à Abidjan. Mais il dit qu'Abidjan c'est très beau, non? Il appelait pas Assimi Goïta patron de la junte. Non, ces invitations... Le discours a évolué décidément. Ouattara est un boulanger. C'est un menteur. Voilà qu'il a créé une scène encore avec du mensonge. Vous voulez qu'on fasse confiance à un tel homme? Il prend 30 comédiens de l'armée ivoirienne. Il les infiltre dans le contingent. Et il les présente au peuple. Un homme qui manque même dans cette situation, vous voulez qu'on lui fasse confiance. Le président Assimi Goïta n'a pas besoin d'aller s'afficher dans du cinéma avec un tel homme. Alassane Draman Ouattara a déjà trop eu. Avoir Assimi Goïta à ses côtés, vraiment, le président Assimi Goïta, n'y allez pas. Ne vous retrouvez pas, on ne veut pas avoir une photo de vous à Abidjan avec Ouattara. Si Ouattara veut qu'il se déplace, il vient à Bamako. Jonathan Batengene, avant qu'on se sépare, puisqu'il nous reste pratiquement 2 minutes encore à passer ensemble, je voudrais que vous puissiez dire un mot. Parce qu'on le sait, bien avant la libération de ces mercenaires, entre guillemets, Bamako avait exigé l'extradition de certaines personnalités maliennes qui ont trouvé refuge du côté d'Abidjan en Côte d'Ivoire. On se rend compte qu'ils ont été libérés, mais ce n'a pas été le cas. Du coup, on se pose la question de savoir qui gagne finalement au change. Parce que là, on se disait que la libération des soldats ivoiriens était conditionnée à l'extradition des personnalités maliennes. Bon, il n'y avait pas que ça. Il y avait l'élément également, il fallait saisir leurs armes. Il fallait payer, ce n'était pas seulement les 2 millions qui ont été annoncés, pour revoir à la baisse pour en arriver à la grâce. Il fallait aussi verser de l'argent par soldat. Et ça, je crois que c'était en milliards qu'ils versaient. Et ils ont aussi dégelé une bonne partie, 60% des fonds maliens qui avaient été gelés pendant l'embargo. Donc ça a été dégelé. Ça l'a été bien avant. Donc,
ils ont eu quand même sur les 2 premières conditions les éléments. Là, il y a l'autre élément, c'était ces soldats-là. Ces personnalités-là, les Boubou Cissé. Karim Keïta, l'ancien président, l'ancien fils. Ouattara s'est défilé en disant que les Boubou Cissé avaient fui, ils sont partis en France, ils ne sont plus sur son territoire, qu'un tel n'est plus sur le territoire, il est allé au Ghana, l'autre est allé. Donc, ils ont pris des destinations. Finalement, eux-mêmes ont compris que dans cette affaire, ils pouvaient devenir les monnaies de change. Ils ont fui, ou bien sous le conseil de Ouattara, ou sous leur propre intelligence. De toutes les manières, une bonne partie ne se retrouve plus à Abidjan. Donc, à ce niveau, les autorités maliennes se sont certainement dit on a eu un ensemble d'éléments en tout pour tenir à notre parole. On peut réaliser la doléance, on peut satisfaire la doléance du gouvernement ivoirien. Mais une chose, et j'insiste là-dessus, Alassane Dramane Ouattara n'est pas fiable. C'est un homme qui a toujours violé les accords avec ceux qui étaient en intelligence ou en entente avec lui. Et il a toujours doublé tous ceux avec qui il était en entente. Il était le premier ministre du président Houphouët-Boigny. Il a pris la petite d'Houphouët-Boigny, elle est devenue sa femme. Un tel homme, il n'est pas fiable. Excellence Assimi Goïta, ne l'ayez pas en amitié. Le respect dû à un chef d'État et la courtoisie des relations diplomatiques, c'est tout ce qu'il mérite. Merci à vous, Jonathan Batengede, pour votre contribution une fois de plus dans le cadre de cette émission du Point sur l'actualité. Merci également à vous, Monsieur Piba Nia, du côté du Burkina Faso. On rappelle que vous êtes communicateur, journaliste. Vous êtes par ailleurs président du cadre d'action pour la patrie. Merci à vous d'avoir été nombreux à l'écoute de ce programme en direct, bien sûr, sur For You Télévision. Pour vous qui nous avez suivis en relais, via la 96.3 FM For You Radio, ou encore vous que nous avez suivis via nos différentes plateformes numériques, YouTube ou encore Facebook. Portez-vous bien, nos programmes se poursuivent avec, dans une poignée de minutes seulement, le grand journal, la grande édition d'information, une présentation de Bigo Debadone.